Le pays est nu. Le ciel aussi est nu et lisse. Rien de caché, rien de secret sous la lumière de Mars. Les montagnes s'imposent, les collines se lèvent. Les prés dorés et usés comme de vieilles images révèlent leurs bosses et leurs déchirures. Les arbres, le geste nerveux de leurs branches. Les routes, leur poussière. Et malgré la neige qu'elle a bue, mon Dieu, que la terre des vignes est sèche. Les hommes ont beau la retourner avec leurs pioches à 2 tranchants. Ils ont beau y mettre du fumier, l'arroser, elle reste ainsi toujours, sèche et claire. Pas de fleurs encore. Rien qu'une lumière dure sur la vallée. Rien qu'une joie douloureuse dans les corps. Et pourtant, si. Il y a d'étranges fleurs rouges au parfum de fumée, des fleurs vivantes qui poussent le long des haies. On les voit de loin. On dit « Ils brûlent les herbes mortes, les buissons ». C'est le nettoyage du printemps. On remet le pays en ordre, on le burine, on le modèle. Les enfants crient « Le feu, le feu !» Et sans raison, la peur les fait courir sur les chemins, courir sans but, jusqu'à ce qu'ils aient oublié cette petite souffrance au coin de leur âme. Les hommes aussi se sentent nus dans le printemps. Tout nus et même un peu honteux. Il n'y a pas d'ombre, ni de feuillage, ni de brume pour les cacher. Alors, ils sont obligés de redevenir purs et vrais. À flanc de coteaux, les villages se sont dressés vers le ciel, levant vers lui leurs faces brun pâles et leurs murs tachés de sulfate. Dans l'extase et l'inquiétude, ils attendent. Celui-ci surtout, ce village de Corinth, au nom importé d'Orient par un croisé. À peine au-dessus de la plaine, il se trouve déjà dans le ciel. Ce n'est pas que les gens y soient plus heureux qu'ailleurs. Là aussi, la vie est pénible et, le soir, la fatigue tue les rêves. Mais d'être ainsi tout le jour, devant le soleil, de voir à ses pieds se coucher un long fleuve, il vous vient une fierté paisible qui ressemble au bonheur. Et ce bonheur, Alexine l'éprouvait tout particulièrement ce matin de mars, en montant le raidillon, suivi d'une vache noire qui portait sur son bas le bissac rempli de fumier. Quand on ne possède pas de mulet, on emploie la vache, soit pour traîner le char, soit pour les transports à dos, car ici elles ont les reins et le jarret solides. Toutes deux, la femme et la bête, avançaient du pas lent et sûr de ceux qui savent leurs gestes nécessaires. Et si parfois Alexine tirait un peu sur la longe, c'était seulement une manière de dire à la vache « Je ne t'oublie pas, je sais que tu es là ». Elles ont déjà fait 5 voyages de l'écurie au pré, du pré à l'écurie. Celui-ci est le dernier. Alexine est habituée aux travaux de la terre comme un homme. Il le faut bien. Elle est sans mari et sans frère. Et sa sœur Dorothée, infirme depuis des ans, ne sort pas de la chambre. Le soleil étrille le pelage de la bête, en fait saillir les os, aiguise les cornes, allume des feux roux parmi les poils sombres, et lui rend si bien sa majesté, sa sauvagerie primitive, que son chargement semble une humiliation, et que la paysanne, à ses côtés, en devient minuscule et terne. Mais celle-ci ne s'en doute pas. Le bonheur insolite qui vit en elle aujourd'hui lui donne l'impression d'être grande et lumineuse. Il y a en elle une légèreté, une aisance. Elle ne sent plus les limites que lui assigne habituellement son corps. D'un seul bras, elle peut prendre possession du paysage,
d'une seule enjambée gravir la plus haute montagne, d'un seul coup d'œil boire tout le vin bleu du ciel. D'abord, elle ne pensait à rien, un peu étourdie. Mais voici que des souvenirs lui reviennent, des souvenirs du temps où elle était régente au village. Elle se revoit, enfermée dans l'ombre de la classe, ne possédant du dehors que les morceaux de lumière enchâssés dans les croisillons des fenêtres, qu'une étoile ou deux le soir, et en décembre, ces fougères blanches qui se collaient aux vitres. Mais là, dans cet antre plein d'une odeur de paysans et de poussière, elle détenait les secrets du monde. Elle savait le nom des villes, des archipels et des mers que ni elle ni personne d'ici ne verrait jamais. Le nom du peuple ancien qui planta la vigne dans le pays. Le nom des notables qui vivaient il y a plus de 1000 ans et ce qu'ils avaient fait. Elle savait qu'autrefois la plaine valaisanne n'était que marécage, avec un Rhône s'en allant en désordre, que Monseigneur l'évêque était prince et qu'il habitait un château sur la colline de Tourbillon. Et dans cette forêt de Finges, on voit bien d'ici qu'elle a glissé tout entière de la montagne, qu'elle a envahi la vallée en repoussant le fleuve contre une paroi de roche. Dans cette forêt, Alexine savait qu'une terrible bataille avait eu lieu, et entre qui? Maintenant, elle ne sait plus. Mais elle est fière d'avoir su. Maintenant, toutes ces choses mystérieuses sont mortes. Il n'en reste dans sa tête qu'un souvenir vague, comique aussi, parce que ces choses semblent inutiles et sans rapport avec la vie de tous les jours. Si différentes. L'ancienne régente et sa vache sont arrivés au bord du pré. Un de ces prés si petits qu'ils ont l'air d'être là pour l'amusement et non pour le sérieux. Mais nul ici n'a l'intention d'en rire. On est déjà bien content de les avoir. Alexine retrousse sa jupe large par-dessus son jupon violet et la noue derrière pour éviter de la salir, bien que ce soit déjà une vieille jupe des jours d'œuvre. Mais les dessous sont encore plus usagés. Puis elle attache sa bête à un ormeau, s'arc-boute sur ses jambes, et, des bras, elle soulève et pousse l'une des poches du bissac qui se renverse sur le sol et se vide. Il y a déjà plusieurs monceaux de fumier sur l'herbe morte. Elle s'empare d'une fourche plantée dans l'un d'eux, pique dans les tas, les éparpille pour que chaque toise de terrain en ait sa ration. Au bout d'un moment, elle s'arrête, donne un petit coup sec à son chapeau qui penche trop en avant. Elle cligne des yeux. Elle n'est pas encore habituée à cette clarté printanière. Avec un râteau de bois, elle émiette, égalise la couche de fumier. Elle s'arrête encore, respire profondément. Elle a surpris dans l'air une odeur de fumée. Non pas la bonne odeur résineuse qui sort des cheminées du village, mais celle plus âcre et lourde des herbes que l'on brûle dans un champ voisin. Elle hume en fermant les yeux, les mains croisées sur son ventre. Puis elle secoue la tête. Non, j'ai promis à Dorothée. L'odeur de fumée est toujours là, têtue, insinuante. Et Alexine jette un regard vers le haut du pré, sur le talus de mauvaises herbes. Tout de même, ça fait désordre. Ce serait bien d'y mettre le feu. Ensuite, le gazon pousserait, on y gagnerait une hottée. Mais elle y renonce. C'est impossible, j'ai promis. Quand j'étais régente... Oh, ce n'était pas si facile de leur aider à comprendre ou de les obliger à être sages. Et quand elle les avait bien grondés, il lui venait une envie absurde de prendre leur figure dans ses mains, leur figure mal mouchée, rouge de honte ou de colère, et de les embrasser. Et parfois, au milieu d'une leçon,
À voir tous ses yeux levés vers elle comme pour lui demander le bon Dieu, elle ressentait un émoi qui lui faisait perdre le fil des phrases. Alors elle disait « Berthe, ou bien c'était Jean ou Joséphine, va ouvrir une fenêtre, la classe manque d'air. » Et pendant que la fenêtre criait un peu, elle retrouvait la suite. Maintenant, la suite était perdue à jamais, et perdus aussi ses enfants qui ne lui appartenaient pas. Elle rit doucement, la tête rejetée en arrière, la bouche fermée, le menton pointu, pour ne pas entendre au fond d'elle-même quelque chose qui se plaint. Moi, je n'ai pas eu de petit. Moi, il faudra que je meure seule. Et ce grand pays dur autour d'elle, ce pays dur et trop clair dont pas une ligne ne bouge. Et cette odeur de fumée qui revient. Ces buissons, les livrer aux flammes, les voir se tordre, les entendre crier. Mais que dirait Dorothée quand elle apprendrait? Elle a tant grondé l'autre fois. Et Alexine ajoute à voix haute pour mieux se convaincre, « D'ailleurs, je n'ai pas d'allumette. » À peine a-t-elle dit ces mots qu'elle sent contre sa jambe, dans la poche profonde de son jupon, une petite boîte qui tinte discrètement. Elle refuse de l'écouter. Elle se fâche contre elle-même. « Ah, tu veux de nouveau courir le risque? Tu veux recommencer ?» Dans l'espoir de résister à la tentation, elle se remémore le jour où elle a failli être brûlée vive. C'était un matin comme celui-ci, dans les vignes en dessous du village. Le même désir de mettre le feu. Ce fut son tablier soudain qui flamba. Elle avait cru mourir. Et la colère de sa sœur. « Jamais plus tu ne recommenceras !» Alexine avait juré. Mais cette peur-là, ce n'est pas la plus terrible qu'elle ait éprouvée dans son existence. Il y en a une autre, enfouie au plus secret d'elle-même, une vieille peur. Alexine prend toujours garde d'y toucher, mais la voilà qui ressuscite, grandit dans son corps. Pourquoi ne l'avait-elle pas entendu entrer, ce fou coureur de filles? Il était 5 heures de l'après-midi. Elle avait renvoyé tous les élèves et balayait la classe. Devinant une présence, elle s'était retournée et avait vu Cléry, le fou borgne du village, qui s'avançait vers elle, menaçant. Elle pensa d'abord qu'il voulait la tuer. Mais il voulait autre chose. Il se jeta sur elle. Grâce à sa force, elle réussit à s'en défaire, à le repousser contre le tableau noir qui s'effondra et se fendit en deux. L'autre revenait. N'ayant pas le temps de courir vers la porte, Alexine eut une idée de renarde et se glissa sous un pupitre. Il était si bas, avec des pieds si larges, qu'elle y fut à l'abri comme en un terrier. Le fou s'y agrippa et le secoua violemment. En vain, le pupitre était vissé au sol. Alors, tout penaud, il avait balancé sa tête à droite, à gauche, avec des mugissements plaintifs, et il était resté là jusqu'à la nuit. Alexine aurait bien aimé appeler au secours, mais la peur lui avait enlevé l'usage de la voix. Elle attendit, repliée sur elle-même, la poitrine écrasée, les yeux toujours fixés sur Cléry dont elle n'apercevait que le bas du pantalon et les socques. Dorothée, ne voyant pas revenir sa sœur, avait prié une voisine d'aller la chercher. Le fou, entendant quelqu'un, se dépêcha de fuir et la régente fut délivrée.
Qu'était-ce la terreur du feu en comparaison de cette terreur-là? Elle ne peut croire à la méchanceté du feu. Aujourd'hui, il dansera pour elle sans l'atteindre. Elle le voit déjà. Il ressemble au peuplier dans le feu d'automne, aux banderoles de la fête Dieu, au drapeau des kermesses. Je ferai bien attention. Seulement quelques herbes. Personne n'en saura rien. Un petit moment, et ce sera fini. Elle hésite encore. Elle essaie de songer à autre chose. Mais cette fois, la phrase rituelle « Quand j'étais régente » est impuissante à évoquer les souvenirs. Elle regarde au-dessus d'elle. Il n'y a personne. Rien qu'un bois de pin et de chêne. Sur le sentier, la vache qui, elle, gardera le secret. Plus bas, les prés, les vignes et le village qui n'est plus vu d'ici, avec ses toits d'ardoises grises qu'un tas de cailloux négligeables. Personne ne peut la voir, sauf Dieu et le diable. Elle tire la boîte de sa poche. D'un geste rapide, sans trembler, elle fait craquer une allumette. Elle se baisse, se relève, recule. Et c'est soudain, sur le grand paysage immobile, aux lignes trop précises, une fleur mauvaise qui vient de pousser, qui s'agite et s'inquiète. Peu de choses pourtant. À peine une flamme qui monte en silence et retombe. Mais elle renaît plus loin avec des détonations, des rages sourdes. Les herbes se recroquevillent, se volatilisent en une fumée trouble, épaisse, comme si ces herbes fines avaient une âme impure. Ce tableau en rappelle un autre à Alexine, celui qui se trouve sur la tribune de la chapelle et qui représente le jugement dernier. À côté des morts qui se lèvent et repoussent la dalle de leur tombe, rougeoie l'enfer où sont précipités les corps nus des damnés. Voici le vaniteux qui se contemple dans un miroir ovale dont le manche se compose de 2 serpents entrelacés. L'avare qui se brûle les doigts en comptant ses pièces d'or. Le gourmand obligé d'avaler des braises. Tous, ils apparaissent devant Alexine qui se tient très droite, la pupille dilatée, les narines frémissantes. Mais où est le cortège des élus? Les vierges? Les chastes époux, les modestes, les martyrs? Où sont les anges volant à leur rencontre et Dieu le Père trônant par-dessus les nuées? Elle se passe la main sur le visage et soupire. Est-ce cet air nouveau qui la saoule comme un vin trop fort? Les flammes montent à l'assaut des buissons. A-t-elle oublié qu'ils seront bientôt couverts de tant de fleurs blanches, qu'elle n'en verra plus l'écorce et qu'elle les prendra pour un nuage perdu dans les prés? A-t-elle oublié qu'elle aimait les voir ainsi chaque printemps? Mais ces branches lui sont hostiles aujourd'hui. Il y a en elle une vie qui nargue la sienne. C'est pourquoi elle se penche vers le feu et lui parle d'une voix entrecoupée. « Va, va, dévore-les toutes. » La vieille fille se redresse, les bras croisés sur sa poitrine. Que veut dire cette haine? Non, assez. Je dois éteindre. Avec une pierre ou deux, on a vite tué quelques flammes. Elle avance d'un pas sur le talus, ramasse un caillou. Mais elle se retourne, une bête l'a mordue au talon. Elle comprend. Au contact de sa jupe qui traînait, une braise s'est rallumée. Comment se défendre? Elle frappe des pieds contre le sol. Hélas, ce serpent-là ne se laisse pas écraser. Avec de petits coups nerveux des mains, elle essaye de chasser cette fumée qui monte, cette odeur insupportable. Il faut faire comme l'autre fois, se jeter à terre, se rouler sans perdre de temps.
Mais son pauvre vieux corps est raide. Elle a peine à se débarrasser de ce reptile qui se love autour d'elle, s'obstine à vivre d'elle, s'élance à sa gorge, l'étouffe. Et les montagnes se heurtent, les forêts glissent, les vignes s'écroulent. Au village, on n'a rien vu, rien entendu. C'est un matin qui ressemble à tous les matins de premier printemps. Les hommes ont mis leurs vestes brunes ou leurs salopettes couleur de ciel et, la pioche sur l'épaule, ils sont partis travailler aux vignes. Quelques-uns sont restés pour tourner la terre des jardins étagés entre les granges dont le foin jauni déborde par les fentes. D'autres pour reconstruire un mur écroulé, d'autres encore pour scier du bois. Au balcon d'une maison rose, c'est la cure, un prêtre en barrette lit son bréviaire. Une femme avance dans la rue, en portant sur la tête une grosse charge de sarment qu'elle soutient de ses 2 bras levés. Au rythme de ses pas, sa jupe s'échappe derrière elle par l'ouverture de son tablier, et ses vases puis se referment. C'est bon de se mouvoir dans l'air transparent de mars. Dorothée, dans son lit d'infirme, ne voit pas le printemps, mais ses doigts jaunes s'amusent avec une tache de soleil posée sur sa couverture. Les sons prennent une valeur nouvelle dans l'atmosphère cristalline, et l'on écoute, comme si on ne les avait jamais entendus encore, les voix de ceux qui se parlent de loin, les pleurs d'un enfant, le cri agacé des poules, la chute de la bûche fendue par la hache. On écoute. Et on a entendu le remue-ménage des élèves de l'école communale, située au sommet du village, qui sortent pour la récréation de 10 heures et dévalent une pente en faisant rouler des pierres et des crottes. L'un d'eux, demeuré en arrière et qui rêve en regardant les prés, s'écrie tout à coup « Oh, cette vache qui fait la folle! Comme elle secoue le bas !» Il leur arrive souvent, à cette époque de l'année, de bondir, tête baissée, l'œil mauvais, la queue jetée en arrière, puis elle s'arrête, interdite, les jambes vacillantes. Mais celle-là, on sait bien qu'elle ne s'arrêtera pas de longtemps. Un autre garçon dit « C'est la vache d'Alexine !» À présent, il ne la voit plus. C'est autre chose qu'il regarde. Une chose toute en flammes qui est apparue là-haut sur les prés et qui descend vers eux et qui court et tombe et se relève et roule de nouveau. Ils se sont mis à crier. C'est alors qu'ils l'ont tous vue. Ceux qui bêchaient les jardins, celle qui portait les sarments, celui qui lisait son bréviaire. Ils n'ont pas compris tout de suite. Comment pouvaient-ils la reconnaître ? Elle n'était plus qu'une torche, sans regard, sans voix, sans cri. Et quand elle arriva près d'eux, ils virent qu'elle était toute noire et qu'il ne restait plus un lambeau d'étoffe sur son corps à demi consumé, seulement, autour des pieds, un peu de cuir durci.